Voilà. Allez, on va commencer. Donc, notre webinaire du jour sur les bonnes pratiques des soins palliatifs. Et puis, en même temps, on enchaînera sur les deux petites checklists qui ont été faites pour aider un petit peu tout le monde à bien prendre en charge au moins la prévention, qu'il y ait ou pas d'escar. On en reparlera à la fin de vos interventions. Et je vais laisser Marie et Evelyne se présenter et puis on va vous écouter parler. Je crois que ce sera encore le mieux. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. S'il y en a, vous avez le petit chat en bas, là, discutez. N'hésitez pas à vous poser les questions. On répondra à toutes vos questions à la fin. Allez, go! Evelyne, tu te présentes? Allez, je pensais Allez. que Marie allait commencer. Donc, Eh bonjour ben non, c'est toi. à toutes et tous. Donc, je suis donc Evelyne Malaquin-Pavon. Je suis infirmière engagée dans les soins palliatifs depuis les années 85 et notamment dans tout ce qui peut concerner les plaies en particulier. Voilà, et je suis aussi présidente de notre Conseil national professionnel infirmier, donc aussi très engagée dans tout ce qui va être les bonnes pratiques professionnelles et la reconnaissance interdisciplinaire de nos métiers. Alors moi, je suis Marie Clem, je suis à la fois infirmière libérale et coordinatrice du réseau alsacien de soins palliatifs, donc engagée dans les soins palliatifs depuis un certain nombre d'années et également titulaire d'un DUP cicatrisation depuis un certain nombre d'années. Donc aujourd'hui, on va traiter d'un webinaire qui parle de la checklist de bonnes pratiques en soins palliatifs et on va essayer de vous apporter un éclairage soins palliatifs de la prise en charge de ces escars. Alors, qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs? Donc, voilà, ce qui vient à l'esprit, c'est les soins palliatifs, c'est en fait tout ce qu'il reste à faire ou tout ce qu'on peut faire quand il n'y a plus rien à faire. Je cite là une dame qui s'appelle Thérèse Vanier. Et donc, pour résumer les soins palliatifs en quelques mots, je dirais que les soins palliatifs, c'est à la fois une prise en charge globale, c'est-à-dire une approche globale de la situation de la personne, de toutes ses pathologies et de tous les symptômes qu'elle peut présenter, mais également une prise en charge à la fois somatique, psychologique, sociale, spirituelle, etc. Il y a également donc la prise en compte de l'histoire de vie singulière de cette personne dans le cadre de l'accompagnement de soins palliatifs, de la connaissance de ses souhaits ou de ses directives anticipées, dont on entend parler de plus en plus et assez fréquemment en ce moment. Il y a également une dimension très importante de l'accompagnement du patient en soins palliatifs, de la recherche du confort et de sa qualité de vie. Et on essaye d'éclairer nos prises en charge systématiquement avec une dimension éthique du soin qui accompagne toutes les décisions et toutes les stratégies thérapeutiques qu'on peut prendre. Donc, du coup, par définition, c'est également une prise en charge qui est pluridisciplinaire et qui est en constante évolution. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Une prise en charge globale du patient. Donc, c'est une prise en charge de sa souffrance, qu'on appelle souffrance globale, qui est à la fois une prise en compte de sa souffrance physique, mais de sa souffrance psychologique, de sa souffrance sociale et de sa souffrance spirituelle. Dans spirituel, on entend vraiment la prise en compte du sens que peut mettre le patient dans le vécu de sa pathologie et des ressources qu'il peut y trouver. Comme cette souffrance est globale, la prise en charge de cette souffrance est globale, elle nécessite donc forcément une prise en charge nécessairement et interdisciplinaire. Et également un questionnement permanent et une prise en charge donc en constante évolution. L'éclairage éthique propre aux soins palliatifs, en tout cas qui anime la plupart de nos réflexions et de nos décisions. Pour faire très simple, c'est vraiment comment faire pour bien faire et comment faire pour faire bien. Comment faire pour bien faire? En fait, on va chercher à éviter à la fois
l'acharnement ou l'obstination déraisonnable, par exemple dans le fait de faire des soins qui sont inadaptés ou d'avoir un excès de soins. Et on oscille en permanence entre cette obstination déraisonnable et l'abandon qui serait assimilé à une négligence. Et pour faire bien entendu, on cherche à assurer une qualité des soins pour le patient et à la fois pour le soignant, dans une nécessité constante d'obtenir un compromis et un consensus de l'ensemble de l'équipe qui s'occupe du patient. On essaye également, dans cette dimension éthique des soins palliatifs, d'avoir en permanence à l'esprit un rapport de proportionnalité entre le bénéfice et le risque du patient. En pratique, il est important également de parler de la démarche palliative, qui est, en fait, pour le résumer, une intégration d'une compétence en soins palliatifs dans toute pratique clinique, une démarche palliative qui doit être précoce, qui doit maintenir autant que faire se peut la qualité de vie du patient et qui permet du coup d'assurer également des soins simultanés. Elle cherche donc à éviter l'obstination déraisonnable et respecte la volonté du patient et se refuse à provoquer intentionnellement la mort. Ensuite, je souhaitais aborder également avec vous la temporalité de la prise en charge palliative qui est très particulière. On a l'habitude d'apposer successivement la phase palliative à la phase curative, où la phase curative serait du coup la phase de la maladie où il y a encore un espoir de guérison et qui serait suivi par cette phase palliative avec un espoir de rémission, puis un espoir de soulagement. En pratique, on a tendance à dire de plus en plus souvent que cette prise en charge palliative s'assimile plutôt à des soins continus. C'est-à-dire que les prises en charge palliatives des patients peut tout à fait démarrer pendant la phase curative et se poursuivre jusque du coup à la période où il y a une absence de guérison possible. Alors que les soins curatifs peuvent être encore prodigués pendant toute la phase où l'incertitude de la guérison est encore présente. Donc, on va vraiment s'attacher à la prise en charge de ces escarres dans ces phases-là de la pathologie, au moment où le patient est dans cette phase où il y a une incertitude de la guérison, puis une absence de guérison possible. Alors, la prise en charge des escarres et des soins palliatifs, donc ce risque d'escarre est très fréquent. Il est de 11,7 à 12,4% chez les patients en soins palliatifs et il est encore plus élevé quand les patients sont en unité de soins palliatifs. Il est de 28,8%. Ce sont donc des patients à risque très élevé. Pourquoi? Parce qu'ils sont très fréquemment alités, ils sont en général dans un état de dénutrition relativement avancé, avec des problèmes d'incontinence, des pathologies neurologiques, des cancers, etc., ainsi qu'un certain nombre de facteurs de risque d'acquisition d'escarres, avec des antécédents, des défaillances d'organes multiples, des hypotensions et des corticoïdes au long cours. Comme vient de le brosser Marie, même si dans tous les champs de la santé, on a bien intégré que la prise en charge systématique, elle a tout bénéfice à être biopsychosocial et spirituel, vous l'aurez bien compris. En soins palliatifs, quand le patient relève d'un soin palliatif, qu'il soit précoce ou qu'il soit plus avancé dans sa phase vers la fin de sa vie, ces éléments-là sont essentiels, notamment parce que dans ce qu'on va pouvoir voir initialement, eh bien, il va falloir derrière creuser, analyser pour refaire finalement toute cette photographie de ces différents facteurs d'influence, facteurs étiologiques, sens, tout ce qui va venir finalement mettre comme un pulse, nous permettre de mieux comprendre et d'ajuster nos prises en charge. D'où l'importance de cette interdisciplinarité. Et cette photo, on l'a choisie avec Marie parce qu'effectivement, elle symbolise beaucoup tout ce qu'on va travailler dans notre questionnement, qui soit à la fois éthique mais aussi organisationnel, qu'on va plutôt maintenant vous dérouler et puis on pourra y revenir au moment des questions. Donc, merci.
Donc, effectivement, la survenue de l'escar signe la plupart du temps, notamment en soins palliatifs, l'aggravation du pronostic vital. On voit qu'il y a effectivement une prévalence accrue chez les patients en fin de vie et que même pour un certain nombre d'entre eux, la première plaie, la deuxième plaie, en tout cas, va nous amener vers une possible orientation du patient vers une prise en charge palliative. Et ça peut se faire à différents niveaux, on va y revenir. Enfin, là aussi, et là, personnellement, dans ma propre prise en charge infirmière depuis les années 90, où j'ai été vraiment impliquée auprès de patients en fin de vie dans tous les secteurs hospitaliers, parce que pas forcément que en unité spécialisée, mais on voit bien qu'on rencontre ces patients autant au domicile que dans tous les lieux de vie et de soins, eh bien, c'est aussi un constat que nous faisons avec une survenue et une difficulté à enrayer le processus avec une entrée dans la phase terminale et la phase agonique. Donc, on conjugue avec tout ça. Oui. Donc, on est habitué finalement, et ça, c'est avec les collègues de l'équipe interdisciplinaire et notamment avec les équipes médicales aussi, puisque là, on est 2 infirmières à vous parler aujourd'hui. On a cette habitude de dire qu'en soins palliatifs, le symptôme devient la maladie et que du coup, le traitement symptomatologique le plus approprié, ça va être aussi de rechercher l'étiologie, d'aller fouiller pour mieux comprendre et mieux dispenser et ajuster les soins, que ce soit aussi en lien avec les odeurs, les sécrétions, les saignements, les douleurs. Et l'impact fonctionnel, Marie l'a souligné, l'impact fonctionnel en lien aussi avec la perturbation des autres besoins fondamentaux et les influences en lien avec l'alimentation, la continence, le sommeil, etc. etc. L'une aussi des caractéristiques avec laquelle on doit conjuguer au quotidien, c'est qu'on est aussi devant souvent des typologies très variées de plaies, mais notamment aussi pour les plaies d'escar avec des sites très multiples. Parfois, il y a une plaie ou plusieurs plaies chez un même patient, pas forcément tout à fait constituées de la même manière, avec des localisations que l'on voit peut-être un peu moins dans d'autres contextes de soins et qui vont venir influencer tout ce qui va être la mobilité, l'installation, le confort, influencer aussi, bien sûr, et on va le revoir juste après, sur le patient, sur ses proches, le sens de l'accompagnement, le sens des soins. Et là aussi, nos ajustements, la finesse avec laquelle on va pouvoir mettre en commun nos observations, notamment là, toutes les informations liées directement aussi à l'intégrité cutanée. Et il y a un rôle très important des aides-soignantes, des aides à domicile pour alerter aussi sur des choses qui pourraient bouger, pour qu'effectivement l'ensemble des équipes puissent très précocement être attentifs à cela. Donc des typologies variées, mais aussi une influence forte sur le patient et sur les proches. Marie? Alors justement, on voulait apporter aussi quelques notions un peu plus spécifiques sur les problématiques engendrées pour le patient et son entourage. Pourquoi? Parce que l'apparition de ce type de plaie, donc d'une escar chez un patient en soins palliatifs, va bien entendu, comme chez tout autre patient, apporter une modification de son image corporelle. La particularité, c'est que comme ce sont des patients qui sont très souvent alités, ils ne voient pas leur plaie et il est important quand même de souligner l'importance de la relation du patient avec son entourage dans cette phase bien particulière qui est la phase palliative et la fin de vie. C'est pour cela qu'en fait, on veut vraiment vous sensibiliser à l'importance de l'imaginaire et de ce qu'on peut dire de cette plaie et de comment on va la prendre en charge pour pouvoir maintenir au maximum une image corporelle qui soit acceptable pour le patient et qui soit également une image qui soit acceptable pour la famille qui va du coup investir ce lien avec le patient dans l'accompagnement de la fin de vie. Moi, je voulais aussi vous dire aussi que le pansement ne cherche pas du coup uniquement à couvrir la plaie. Il a pour ambition d'empêcher que l'image de cette lésion n'occulte celle du patient lui-même. C'est toute cette difficulté, hein, effectivement, avec la représentation dont parle Marie et l'impact que ça va avoir sur la relation, la qualité du lien
mais aussi par rapport à l'équipe elle-même, puisque si c'est très vrai pour les patients et leur entourage, c'est aussi très vrai pour les professionnels, avec une implication sensorielle de fait, qui est plus ou moins à des niveaux différents en fonction des membres de l'équipe, un impact émotionnel avec lequel il faut aussi qu'on conjugue, parce que c'est souvent là où on va pouvoir trouver davantage les bons compromis et les consensus d'équipe. Parce que on voit bien que le zéro escar, même si on tend toujours à y aller, eh bien dans nos situations palliatives, c'est pas du tout quelque chose avec lequel il faut qu'on garde voilà, cette fixette. On voit souvent, et si on n'en discute pas dans nos équipes, on voit de la culpabilité qui peut venir avec l'impression qu'on a peut-être mal fait quelque chose ou que c'est peut-être un défaut de soin. Ça se questionne, mais même avec les meilleurs soins de qualité ajustés au mieux, on n'enrayera pas, voilà, pour tous nos patients, ce phénomène d'escarification. Donc, on va en permanence rediscuter avec l'équipe, trouver sur les 24 heures, qu'on soit à la maison, qu'on soit en structure, cette notion de confort ajusté et quels sont les actes qu'on va pouvoir ensemble pondérer et quel est le sens du soin aujourd'hui, avec toujours cette importance de nourrir nos réflexions avec des informations médicales constantes et de mutualiser avec nos compétences interprofessionnelles. Là, ce qu'on voulait pointer avec Marie, c'est quand on a là cette possibilité de pouvoir aussi travailler avec les ergothérapeutes, avec les diététiciennes, avec les psychomotriciennes, les psychologues, parce qu'on voit bien que voilà, c'est tout un tableau et ce n'est pas simplement que la plaie. Donc, pour en revenir donc à l'objectif de soins qu'on va définir à partir du moment où on a la survenue d'une escarre. On va donc évaluer cette plaie, la localisation, le stade, la surface, le volume, etc. Puis, on va s'interroger sur l'état du patient. Est-il en phase palliative? Est-il en phase terminale? Quels sont ses souhaits? Et qu'est-ce qu'on va traiter? Le plus gênant, l'odeur, l'exudat? Est-ce qu'on va chercher à cicatriser cette plaie ou est-ce qu'on va plutôt apporter des soins de confort? Alors, par exemple, quand nous avons la survenue d'une escarre de stade 1, on sait que la durée de cicatrisation de cette escarre va être de l'ordre de quelques jours. Quand on a la survenue du coup d'une escarre de stade 2 ou de stade 3, la cicatrisation va être de plusieurs semaines à plusieurs mois. Stade 4, ça va être 1 an ou plus. Par conséquent, du coup, nous allons adapter notre stratégie de soins, notre objectif de soins, toujours en discussion pluridisciplinaire, en fonction de l'état du patient. Quand le patient est dans une situation de palier 1, on va du coup plutôt chercher à cicatriser cet escarre. Quand il est au palier 2, on va tenter de limiter l'extension et éviter la survenue d'escarres supplémentaires. Quand il est en palier 3, on va être en phase ultime et on va limiter les contraintes du soin et respecter autant que possible le besoin de tranquillité du malade. Là aussi, donc, en synthèse, on va en permanence tricoter ensemble à la fois cette notion de pronostic intrinsèque de la plaie et de pronostic du malade. Donc, en termes d'objectifs de soins, Marie, en termes d'objectifs à prioriser, on va regarder en termes d'évolution des maladies, cette notion d'espérance de vie qui est toujours quelque chose de complexe à appréhender pour choisir des objectifs. Encore une fois, ce que nous avons résumé là et qui fait consensus avec le partage avec beaucoup d'équipes, c'est d'arriver à avoir des grands traits. Mais derrière, le meilleur guide, ça sera toujours à chaque fois une situation unique avec un patient. Mais globalement, quand on est dans une phase palliative débutante, ce qu'on appelle aussi les soins palliatifs intégrés, dans cette démarche très précoce qu'on cherche à avoir parce qu'on va pouvoir guérir certains éléments et d'autres non, là, ça se conjugue plutôt en moi. Alors là, on ne s'interdit jamais rien, hein, y compris en soins palliatifs. On fait appel à l'ensemble de toutes les connaissances scientifiques, de tout ce qu'on peut avoir à disposition pour pouvoir éviter l'apparition d'une plaie, la cicatriser, prévenir son extension, prévenir la survenue d'autres plaies, traiter les conséquences inconfortables de la plaie et prévenir ou traiter toutes les autres complications. Et là, on est, vous voyez, que sur un focus plus centré sur la plaie, mais on pourrait l'élargir à l'ensemble des autres paramètres à prendre en compte. Quand on est dans une phase palliative plus avancée, ça se calcule un peu plus là en semaine, et bien là, de la même manière,
on va être dans des objectifs qui seront toujours des objectifs centrés sur une personne, mais dans le grand trait, de prévenir, de retarder l'extension de la plaie, de maintenir au mieux, parce que parfois c'est comme ça que ça se discute, d'éviter autant que possible la survenue de nouvelles plaies, et puis bien sûr de continuer à traiter notamment ces complications. Donc vous voyez, les éléments sont assez proches. Ce qui va nous guider, ça va être aussi les choix proportionnés et tout ce qu'on va ramener voilà, d'un certain nombre d'éléments au filtre de l'éthique et de nos organisations apprenantes sur lesquelles on va rediscuter juste après. Et puis quand on est en phase terminale, que ça se compte en jours, et en phase agonique, ça se compte en heures, là aussi, on réadapte, mais comme toujours dans cette notion de prendre soin, vaille que vaille, avec comme objectif le confort et la qualité de vie au mieux pour cette personne, eh bien, on va aussi là, l'objectif souvent, c'est de traiter les conséquences inconfortables, et on voit bien, et on va y revenir, que du coup, sur le pansement lui-même ou sur le traitement lui-même de la plaie, ça a une influence sur la manière dont on va organiser, on va choisir les options à disposition. Là aussi, eh bien, du coup, c'est un vrai challenge, puisqu'il va falloir qu'on revoie encore différemment notre stratégie de mobilisation, d'installation du patient. Et là, il faut vraiment travailler sur les bénéfices-risques et les contraintes qui vont avec. Et puis, bien sûr, maintenir des soins d'hygiène corporelle et de confort. Donc, c'est sûr que là, quand ça se complique encore de problématiques d'incontinence, par exemple, autant urinaire que fécale, de rétraction, on voit bien que, vous voyez, nos options, elles vont être vraiment à discuter, à trouver avec beaucoup de créativité en permanence. Et puis, bien sûr, dans la phase agonique, eh bien là, on est plutôt pas à pas, toujours dans ce confort, et d'aider le plus possible le patient à être dans une tranquillité et un traitement, bien sûr, de fond, avec des soins corporels et de propreté tout à fait proportionnés. On n'a pas encore abordé le traitement de la douleur, mais bien évidemment, c'est un préalable qui reste, quel que soit, que ce soit en soins palliatifs ou ailleurs. Marie. Donc, penser la stratégie de soins avec tout ça, quand on se recentre sur une personne donnée, on a toujours comme principe éthique en fil conducteur, bien sûr, ce partage interdisciplinaire sur ce principe de compétence, le principe d'autonomie, d'essayer toujours de trouver les options les meilleures pour conserver l'autonomie du patient aussi à la hauteur de ce que lui-même souhaiterait et de comment on travaille avec ça, et ce n'est pas forcément ce qui est de plus simple. L'humanité, la proportionnalité, c'est-à-dire comment entre deux extrêmes, comment je vais choisir ce qui va être le plus adapté à la personne. Et puis ce principe de futilité, c'est-à-dire, ok, on pourrait faire, on saurait faire, mais est-ce qu'effectivement, si on le fait, pour qui on le fait? Donc on est au cœur de cette notion de savoir-faire, mais aussi de savoir renoncer. Et quand on dit savoir renoncer, c'est pas abandonner, mais c'est bien renoncer à quelque chose qui n'aurait pas finalement un intérêt supérieur à la contrainte qu'il va provoquer chez cette personne. Pensez la stratégie. Vas-y, Marie. Oui. Alors, penser la stratégie du soin, c'est également aussi ne pas perdre de vue le processus pathologique en laissant également quand même tout de même une place au bilan clinique et paraclinique, à l'histoire de la maladie, des plaies et des thérapeutiques. Est-ce que ces plaies sont réversibles? On questionne toujours, comme on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, l'espérance de vie du malade et bien entendu, on s'interroge toujours dans ce principe de proportionnalité et de futilité à avons-nous des alternatives de soins? Voilà, en évaluant les bénéfices risques et les bénéfices contraintes, l'altération physique, l'autonomie, le désir du patient et de son entourage, et toujours une évaluation de cette prise en charge à l'instant T, en sachant qu'il ne faut jamais perdre de vue l'absence de certitude. Cette stratégie du soin, elle se pense également à chaque réflexion, en tentant de mettre vraiment le focus sur l'importance de l'aspect atraumatique du retrait, sur l'évaluation de la saturation du pansement, sur l'odeur, sur la couleur du pansement retiré, qui va du coup définir quelle stratégie on va adopter au moment où on va observer cette plaie. Là aussi, dans ce que vient de souligner Marie, c'est aussi ces éléments-là qui vont nous aider à regarder qu'est-ce qu'on va choisir en pansement primaire, mais également en pansement secondaire. Quand est-ce que l'on va décider de refaire le pansement ou juste de le consolider?
là aussi en lien avec toutes les contraintes parallèles en termes de fatigabilité pour notre patient et aussi en termes toujours d'odeur et de ce que ça peut entraîner en fait en termes de conséquences sur la qualité de vie du patient et de son entourage aussi. Donc tout ça, ça ne va se raisonner forcément avec des principes d'organisation du soin, ça ne s'invente pas, c'est pas de l'à peu près, c'est vraiment être attentif à pouvoir aussi, dans nos différents milieux, programmer une réunion clinique ou tout au moins partager l'ensemble des données cliniques. Et si on veut recourir à un binôme, là aussi, tout ça, ça s'anticipe, avec toujours derrière, en fil conducteur, une cible confort du patient, un focus bien évidemment sur la plaie, le pansement et comment on va pouvoir effectivement garantir ou changer et avoir une cohérence globale sur l'ensemble des 24 heures et sur le temps. Et puis une cible pour les professionnels, notamment ce soutien réciproque, parce que bon, on a parfois des patients qui peuvent présenter plusieurs plaies consécutives, et parfois on a aussi des collègues qui sont moins chevronnés, et on a vraiment besoin de pouvoir trouver cette synergie. Et c'est aussi l'occasion de ce web séminaire d'aujourd'hui, mais aussi tous les liens que ça peut tisser pour pouvoir avoir effectivement un travail ajusté en partageant l'expertise et en ne laissant pas les collègues qui n'en auraient pas l'habitude, toutes seules devant ces situations, parce que de toute façon, elles ne feront quelque chose. Et la situation de M. André, qui ne sera peut-être pas bien passée, il cherchera toujours sur la situation du patient d'après. Et c'est là où on voit bien que plus on peut anticiper, plus ça nous permet de réajuster et donc de diminuer aussi le temps du soin pour qu'on puisse toujours garder le maximum d'autonomie à notre patient pour qu'il puisse faire autre chose que durant le temps de soin. Notamment sur cette notion de fatigabilité, Marie en a déjà parlé tout à l'heure. Celle d'après. Là aussi, on a toutes nos astuces, on a toutes les thérapeutiques à disposition et quand on parle de thérapeutique, notamment dans ce principe phare de l'évaluation de la douleur avant, pendant, après un soin, eh bien, c'est toutes ces observations fines qu'on peut avoir, y compris dans les soins corporels, qu'on va pouvoir ajuster notre stratégie antalgique, à la fois à la plaie, mais aussi à l'ensemble de l'organisation du soin. Le méopa reste effectivement quelque chose qu'on doit savoir utiliser, y compris chez nos patients les plus déficitaires. Et à côté de toutes les thérapeutiques médicamenteuses dont on a fait l'économie aujourd'hui, puisque le temps est compté, eh bien, c'est toutes nos approches non médicamenteuses, la qualité de la relation, de la gestuelle et de toute cette attention particulière qui fera la différence dans la construction de notre soin. Marie, je pense que c'est toi. Oui, pardon. Alors, penser la stratégie du soin, c'est également s'interroger sur l'aspect plus spécifique de cette plaie. Est-ce que la phase de cicatrisation est la même sur toute la plaie? Quelle est sa localisation? Du coup, est-ce que ça implique d'autres risques associés? Quel est l'aspect du lit de la plaie, la quantité d'exudat? Est-ce qu'il y a des signes d'infection? Tout ça, ça va nous guider sur la classe et le rythme de renouvellement de dépansement. On va s'interroger, comme dans toute prise en charge d'escar, sur le stade de la plaie, le diamètre, la profondeur, qui va également nous guider sur la classe selon la perte de substance à combler, l'état de la peau périlésionnelle, qui va être indispensable à la cicatrisation, qui va du coup qui peut majorer l'inconfort. Et donc, de la même manière, on est toujours effectivement dans l'anticipation et le réajustement. Et ça montre tout ici, enfin, ça montre là complètement l'intérêt de la réunion clinique qui permet, encore une fois, une réévaluation, d'objectiver le soin, de réfléchir, d'anticiper et de mettre en commun toutes les compétences des uns et des autres. Il va sans dire qu'il est également important de penser aux alternatives, de prendre en compte la compréhension et la compliance du patient, de pouvoir réfléchir au confort et à l'installation et à l'adaptation par rapport au niveau de risque en utilisant tout l'arsenal de matériel dont qu'on a à disposition, des matelas, des coussins thérapeutiques, avec des modalités et des matériels de décharge. Il faut aussi s'interroger sur la possibilité de lever le patient en fauteuil, sur sa fatigabilité, mais également sur la disponibilité de l'équipe. Quelles sont les positions antalgiques? Quelles sont les positions préférées du patient?
à quelle fréquence et comment peut-on le changer de position, le rythme d'alternance. Il faut également, sans oublier bien sûr l'hydratation de la peau. Et là, sur tous ces éléments-là, on voit bien qu'entre autres, quand on est formé, notamment aussi dans nos DU Plaies et cicatrisation ou dans d'autres formations, on sait combien ce changement de position et la manière dont on va utiliser nos matériels à disposition, la décharge, lever les points d'appui, sont importants. Pour autant, dans nos situations palliatives, avec la dyspnée, avec la fatigabilité du patient, on sait aussi, et on l'a appris de nos pairs au fur et à mesure, en travaillant ensemble, que la position de 3/4 est souvent une position extrêmement bénéfique pour le patient, à la fois, y compris parfois dans des dyspnées très importantes. Ça lui permet aussi d'avoir une vision sur son environnement à proximité, vous voyez, par rapport au regard qu'il peut avoir sur nous. Voilà. Donc, c'est aussi toujours un compromis délicat parce que du coup, pour pouvoir l'aider parfois à rester dans cette position de 3/4, il faut qu'à un moment donné, malgré les matelas thérapeutiques ou les options qu'on a, eh bien voilà, il va falloir faire un choix entre son confort, sa fatigabilité et le risque que l'on va prendre en termes de points d'appui. Et ça, c'est aussi toute cette dentelle délicate dont on a besoin de discuter en équipe. C'est ce qu'on a fait aussi en termes de compromis, en termes de contraintes. Pareil, quand le patient, le lever, le changer de position, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on tend au maximum. Pour autant, quand ce sont des personnes qui sont plus rétractées ou qui sont extrêmement fatiguées, voilà. Si au niveau de l'équipe soignante, on a de la difficulté à y retourner rapidement, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut qu'on regarde. Il n'y a rien à s'empêcher, mais il y a vraiment une proportion à travailler et au jour le jour à l'affiner au plus près de ce qu'on peut faire. Et quand on le raisonne comme ça dans l'équipe, quand on le raisonne comme ça avec les patients et surtout avec leurs aidants, puisque c'est beaucoup avec les aidants aussi leur entourage qu'on doit discuter de ces alternatives-là, eh bien, on se rend bien compte que ça change la donne. On a aussi une manière, et Marie l'a dit tout à l'heure, on a une manière parfois de parler des situations ou de parler de la plaie qui va avoir beaucoup d'influence parce qu'on a du vocabulaire entre nous, elle est belle, elle est moche. Voilà, on a un certain nombre de choses comme ça sur lesquelles il va falloir qu'on revienne. Et dans l'installation, la mobilisation, toute cette compréhension qu'on va avoir, l'ensemble de ces éléments vont être constitutifs du tout. Enfin, en dernière partie de ce webinaire, on voulait vraiment faire un focus sur l'intérêt de la prévention dans cette prise en charge d'escarres chez les patients en soins palliatifs. Donc, pour introduire la prévention voilà, et les checklists que nous avons réalisées, je voulais juste attirer votre attention sur une étude qui a été réalisée en 1989 dans une unité de soins palliatifs qui a démontré que une diminution de l'incidence des escarres de 43 à 28% suite à la mise en place et à l'utilisation de grilles d'évaluation des facteurs de risque d'escarres, d'un document de suivi des plaies et de protocoles de soins écrits. Et Marie, je me permettrais aussi de dire que, entre autres, tous ces travaux de cette période-là ont permis qu'on puisse être intégré à la conférence de consensus ESCAR de 2001, notamment avec des collègues aussi de la SFAP, pour faire remonter aussi ces spécificités, recommandations qui ont été depuis réactualisées. Mais vous voyez bien que voilà, c'est aussi des résultats très probants qui viennent du terrain et qui nous permettent d'objectiver pas à pas qu'effectivement, il y a des connaissances globales et après, on va les affiner et on va pouvoir se les partager pour toujours tendre au meilleur prendre soin. Donc, la prévention, forcément, elle va de fait. Eh ben oui, parce que même si on est en palliatif, hein, on a bien vu avec ces derniers chiffres que oui, de la prévention, eh ben, il faut en faire. Il faut en faire. Alors, sûrement que vous connaissez déjà les checklists qu'on avait faites. C'était au moment du Covid. Alors, je ne sais plus, c'était la deuxième ou troisième vague du Covid. Il y en a eu trop. On avait fait des checklists justement pour améliorer notre organisation, pour continuer à faire de la prévention, même si on devait s'habiller bien comme il faut, là, en cosmonaute. Ça nous prenait beaucoup de temps et on s'est aperçu en période Covid que la prévention était un peu moins faite, qu'on oubliait un petit peu, qu'on n'avait pas le temps. Nous, on a pensé que si on s'organisait mieux, peut-être qu'on pourrait reprendre nos vieilles habitudes,
c'est-à-dire faire de la prévention avec des gestes simples, adaptés. Et donc, on avait fait cette checklist qui était pour la prévention des escarres en milieu hospitalier, en réanimation, au domicile, en EHPAD. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ces fiches, ou du moins on s'est rendu compte, c'est surtout les soins palliatifs qui nous ont demandé si on ne pouvait pas reprendre ces checklists, mais pour les soins palliatifs. Parce que finalement, de la prévention, même en soins palliatifs, on en fait, et je pense qu'il faut en faire, mais adapté à la situation. Et quand vous avez parlé d'évaluation, nous, on le dit constamment, hors palliatif, on le dit, évaluation de la plaie, oui, mais surtout évaluation du patient. Et vous, effectivement, vous avez besoin, en soins palliatifs, nous avons besoin d'évaluer le patient, mais là, on a en plus cette notion du temps. Est-ce qu'on est en phase palliative débutante, terminale? Est-ce qu'il nous reste des mois? Est-ce qu'il nous reste des jours? Est-ce qu'il nous reste des heures? Bien sûr, on ne va pas traiter de la même façon, on ne va pas faire de la prévention de la même façon. Donc, on a pensé faire 2 checklists adaptées aux soins palliatifs, une pour le domicile, l'autre pour l'hospitalisation, ou du moins structure, quelle qu'elle soit, mais en tenant compte vraiment de ce que veut le patient, de ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Alors, toujours pareil, on rend le patient acteur de la prévention. Donc, on lui demande ce qu'il veut, ce qu'il peut. Alors, on a repris, bien sûr, les items préventifs, matériel de décharge. Alors, on n'est pas forcément sur des matelas à air, surtout pas. Surtout si c'est pas confortable, bah oui, bon, au moins un viscoélastique, nous, sa mémoire de forme, c'est le minimum. Si le patient peut être levé au fauteuil, un coussin, mémoire de forme, pareil. Vous voyez, là, après, on va s'adapter. Et puis, on a mis le petit pense-bête, là, de bien noter le type de support qu'on a mis en place, avec les numéros de téléphone, éventuellement, s'il y avait un problème avec ce support. Pareil pour l'hygiène, on n'invente rien. Laver, vraiment prendre soin tout le temps. Hydrater la peau tout le temps. Bien sûr, la douleur, là qu'on retrouve constamment, que ce soit au moment de l'hygiène, au moment des mobilisations, au moment du matériel. La douleur est vraiment centrale. Tous les dispositifs médicaux, mais ça, c'était les anciennes checklists, ça revient exactement pareil au niveau des sondes urinaires. Bien les positionner chez l'homme, chez la femme, c'est pas tout à fait pareil. Les tubulures, tout ce qui est tuyaux, c'est très dérangeant, c'est très délétère pour la peau. Ça entraîne beaucoup de petites plaies, mine de rien. Hein, vous l'avez cité, hein, on a des plaies qu'on ne voit pas habituellement. Et quand on est en palliatif, eh ben, on est encore plus fragile. Donc, il faut prendre encore plus soin de la peau et de tous ces dispositifs qui sont très, très gênants et qui peuvent blesser la peau. On peut protéger avec des pansements. Alors, quand c'est pour le domicile, protéger la peau avec ces fameux hydrocellulaires multicouches, oui, sauf que ça a un coût et ce n'est pas remboursé. Donc là, on se rabat plus facilement vers des hydrocolloïdes ou des films de polyuréthane qui sont pris en charge, qui sont remboursés. Autrement, si on peut, bien sûr, les hydrocellulaires multicouches qui ont quand même cet effet un petit peu coussiné et qui évitent tous ces frottements et ces cisaillements. La nutrition, l'hydratation, alors là, on rentre plus dans de l'alimentation plaisir, surtout quand on s'approche de la phase bien avancée, mais quand même, ça n'empêche, il faut faire des évaluations, il faut faire des fiches de goût, il faut calculer la ration que prend le patient, il faut quand même, sans augmenter la ration, il faut enrichir quand même, mettre tout un tas de petites choses, mais ça on l'a déjà vu, ça vous le savez, mais mettre du beurre, mettre du fromage, mettre tout ce qu'on veut, sans ajouter en quantité, hein, on garde la même proportion, mais bon, petit à petit, et on enrichit. Surtout, on enrichit. On peut faire appel à une diététicienne aussi, pourquoi pas. Les CNO, là, ces compléments nutritionnels oraux, attention, parce qu'on se lasse vite. C'est pas toujours bon. Alors, si le patient aime bien sûr, on lui en donne. Bah, s'il n'aime pas, forcez pas surtout. Forcez pas.
c'est pas la peine. Là encore, ça a un coût et on en jette beaucoup. Donc, c'est pas la peine de les prescrire si c'est pour ne pas les donner. On force surtout pas. Et la mobilisation, bah oui, mais ça, c'est selon ce que peut faire le patient. Alors, il y a des fois, le patient, il pourrait faire, mais bon, on considère qu'il est en palliatif, alors surtout, on ne va pas trop le mobiliser. Eh bien non, non. Ce que vous disiez, Evelyne, tout à l'heure, c'est totalement vrai. Imaginez le patient qui est couché sur le dos et qui voit le plafond peint en blanc en permanence, et c'est tout. C'est terrible. Quelle relation il peut avoir? Aucune. Ben, ne serait-ce que des petites mobilisations, alors peut-être pas toutes les heures, peut-être pas toutes les 2 heures, mais toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Hein. Un coup, on tourne un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu levé au fauteuil si c'est possible. Voilà, des changements de position. Alors, c'est pour la prévention des escarres, certes, mais c'est aussi pour le confort, parce que rester immobile en permanence dans la même position, ben, ça fait mal. Ça fait mal. Pensez que nous, on bouge en permanence. Je ne vois pas pourquoi le patient, quand il est en palliatif, il ne pourrait pas bouger. S'il peut, bien sûr, mais on tient compte aussi de ce qu'il veut, de la douleur, et surtout, on lui explique. C'est très important. Il faut parler à notre patient. Il faut lui expliquer pourquoi on le fait, comment on le fait. On lui demande de participer dans la mesure du possible. Et finalement, on s'aperçoit que si on est bien organisé, on a bien dit que c'était pluridisciplinaire, tout le monde doit le faire. Tout le monde. Les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, les aidants, bien sûr, familiaux, qui sont là, et heureusement qu'ils sont là. Faut pas en abuser quand même, hein, parce que c'est quand même pas facile pour eux non plus. Mais c'est vrai que ça demande une organisation. Peut-être que ces checklists pourraient aider au niveau du domicile. Et finalement, on a fait la même chose en hospitalisation. Marie, si tu veux bien, voilà. En hospitalisation ou en EHPAD, dans tous les cas, dans n'importe quelle structure, finalement, ça revient à peu près au même. Sauf que là, bon, bien sûr, hein, comme pense bête, comme contact, on a peut-être un peu plus d'ergothérapeutes, un peu plus de diététiciennes. C'est plus facile à en avoir dans les structures qu'à domicile, encore, hélas. Des kinés, ça, on peut en avoir aussi. Vous voyez qu'il y a déjà peut-être un petit peu plus de monde qui gravite autour de notre patient. Donc, ça demande une organisation, certes, mais je crois que ça vaut le coup. Autrement, dans la nutrition, tout ça, on reste pareil. Alors, dans les pansements de prévention d'escarres, là, en revanche, dans les structures, c'est un petit peu plus possible, en principe, d'avoir des pansements hydrocellulaires multicouches qui peuvent être quand même bien, bien préventifs, surtout au niveau des talons. Pensez au matériel, hein, les coussins, et les cales de positionnement aussi, ça peut soulager aussi, hein, quand même. Surélever les talons, c'est relativement facile et simple à faire. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Tout le matériel qu'on peut mettre au service du patient doit être évalué, bien sûr. Et surtout, c'est le confort qui va primer. Surtout quand on s'approche de la phase terminale, là on pense vraiment confort. Mais au début, il faut vraiment être, quand on est dans le curatif, on est dans le curatif à fond, comme j'allais dire pour n'importe quel autre patient. Palliatif ou pas, c'est la même chose. On est dans le curatif. Si on explique bien au patient, je pense qu'il peut adhérer à notre projet aussi. Bien sûr, ce projet, on le fait ensemble. Hein. Pluridisciplinaire, certes, mais avec le patient au centre. Voilà. Donc, checklist aussi pour l'hôpital, ça aussi, ça peut servir et ça peut permettre de mieux s'organiser et d'apporter des réponses à notre patient. Voilà. Marie-Evelyne, quelque chose à rajouter? Merci. On vous a rajouté à la fin du webinaire toute la bibliographie qu'on a utilisée pour créer ce support. Voilà, je crois qu'on est arrivé, ainsi qu'un certain nombre de référentiels que vous pouvez aller consulter. Mais nous vous remercions pour votre attention et nous sommes à votre disposition pour vos questions éventuelles. La dernière chose, Marie, que je vais rajouter en rebondissant sur ce que vient de dire Martine, c'est toute cette complexité de la désinstallation. C'est-à-dire que là aussi, on est parfois confronté à des patients, notamment à domicile, où entre deux passages soignants, le patient, effectivement, va parfois avoir du mal ou à rester dans une position donnée.
ou avec les troubles cumulés, hein, parce que voilà, il n'y a pas simplement qu'une compliance complète. Voilà, donc c'est aussi comment on est attentif avec les aidants et comment dans les choix que l'on prend, on est aussi attentif à ça. C'est-à-dire, oui, ça serait bien s'il pouvait avoir le talon en décharge de telle et telle manière, mais là, on sait qu'il ne va pas garder cette position-là ou que ça va entraîner d'autres tensions ailleurs, d'autres douleurs, ou parce que la rétraction qu'il présente fait que de toute façon là pour le moment c'est pas comme ça. Donc c'est en quoi on peut trouver effectivement voilà, des ajustements les plus près, et notamment je réinsisterai sur cette position de 3/4. Il y a des vidéos aussi qui ont été faites sur pas mal de choses, notamment sur celle-ci, qui n'est pas encore suffisamment connue et qui nous aide quand même beaucoup à conjuguer finalement à la fois les problématiques de respiration, de possibilités de communication avec le patient et son entourage, et de préserver au mieux l'intégrité cutanée. Donc voilà, donc, je m'en arrête là. Moi, je pourrais rajouter juste encore un tout petit élément pour passer quand même la moitié de ma profession à domicile. Moi, j'ajouterais qu'on a beaucoup à gagner à observer le patient qui va trouver, quand il le peut encore, qui va trouver lui-même la position antalgique qui lui convient, à nous de pouvoir l'accompagner là-dedans, et à nous de prendre en considération ces aidants qui passent quand même 24 heures sur 24 avec ces patients et qui sont les meilleurs rapporteurs de ce qu'on peut imaginer et de ce qu'on peut trouver à domicile. Et bien souvent, on gagne à abandonner cette position un peu péremptoire de soignant au domicile du patient et à écouter les aidants qui ont finalement une finesse dans leur analyse et dans leur regard. Très juste. Il n'y a pas de questions, je suis un petit peu étonnée là, d'habitude. Il y en a beaucoup là, ou alors vous avez été tellement performante que tout le monde a tout compris. C'est peut-être une possibilité. Je ne sais pas, non, il n'y a toujours pas de questions. En attendant, Martine, les questions, on a fait le choix avec vous hein, de centrer plutôt sur ce questionnement et des grandes lignes en termes de parce qu'il y a déjà eu d'autres web séminaires aussi avant qui ont été plus tournés directement sur telle stratégie de pansement pour telle phase de plaie. Voilà, donc c'est plutôt dans tous ces éléments-là, et on voulait aussi vraiment témoigner de la plus-value finalement et de cette humilité qui va avec tout ce qu'on vient de vous dire. C'est-à-dire, encore une fois, l'image de l'iceberg, elle parle, et c'est tous nos arguments, quels que soient nos métiers, et quel que soit le temps qu'on passe ponctuellement ou très fréquemment avec ces personnes, qui va faire la différence. Donc là, ce n'est pas du temps supplémentaire, c'est vraiment une posture. Et on ne peut que vous inviter à l'avoir, parce que c'est aussi bout à bout qu'on arrivera à faire cette dentelle qui permettra d'ajuster la qualité de vie jusqu'au moindre souffle restant. Tout à fait. Mais je voudrais juste rajouter aussi par rapport à la culpabilité. Oui. Vous en avez parlé un tout petit peu au début. Et c'est vrai que quand on a le sentiment d'avoir quand même bien évalué, d'avoir essayé de faire quelque chose de bien ensemble, qu'on a pris des décisions, qu'on a un chemin à suivre, qu'on a tout mis en place, malgré tout, il y a des escarres. Et ça, vous l'avez dit, en phase palliative, encore plus, il y a des escarres. Oui, c'est vrai. C'est très, très mal vécu par les patients, parce que là, pour le coup, c'est ça y est, je vais mourir parce que ça y est, j'ai les escarres. C'est le début de la mort. Et ça, c'est quand même ancré encore dans pas mal d'esprits. Mais pour autant, il ne faut pas culpabiliser. Le zéro escar, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas si un jour on y arrivera, sauf si on met le patient en lévitation. Mais autrement, je n'y crois pas trop, surtout en phase palliative. Mais en tous les cas, il ne faut pas culpabiliser dans la mesure où on a tout mis en œuvre. On a tout fait pour. Voilà. Après, ça ne marche pas. C'est vrai, il y a des fois, ça ne marche pas, mais il ne faut pas culpabiliser. On a vraiment tout fait. En fait, Martine aussi, là, ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. Exactement. Ce n'est pas que des mots. Moi, je me souviens, dans les années 90, j'accompagnais par an à peu près 170 personnes par an de patients en fin de vie. J'avais jusqu'à 60% des patients qui étaient porteurs d'escarres, puisque en plus, c'est comme ça souvent qu'on faisait appel à moi en équipe mobile.
Donc, il a fallu recomprendre pourquoi il y avait ces situations-là de plaies. Parfois, c'était une, deux, et je me souviens d'une personne qui rentrait, elle avait 17 plaies. Alors, effectivement, il y avait eu une certaine forme d'incurie et voilà, une perte de soins pour cette personne pendant un temps. Elle était arrivée à l'hôpital par un signalement d'un voisin, mais pour autant, c'est bien de ça dont il était question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'enrayera pas le processus, donc il faut qu'on trouve le juste compromis pour maintenir au mieux, voire pour, entre guillemets, je mets des guillemets, sacrifier quelque part un côté de positionnement pour permettre à la personne de ne pas s'escarifier en permanence. Et tout notre défi, c'est d'aller justement, enfin, éviter qu'elle devienne une momie. Tout à fait. Je mets des guillemets sur tous ces mots-là, pardonnez-moi, mais c'est pour donner des images. Et comme on ne sait pas trop bien la réalité de vos modes d'exercice à tous ceux qui se sont connectés cet après-midi, voilà, c'est aussi tout ça qu'il faut discuter. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. Donc, ce n'est pas parce que ça peut arriver qu'il faut non plus rien en faire. Mais une fois que c'est là, il faut qu'on fasse avec ça. Et comme disait Marie tout à l'heure, on a des guidelines, mais on n'a pas de certitude. Et ce qu'on a décidé hier, ça peut bouger demain ou après-demain ou encore. Autant on sait que dans des situations plus courantes, hors soins palliatifs avancés, la stratégie qu'on va suivre rigoureusement dans l'ensemble de l'équipe, ça va faire un plus dans la cicatrisation. Autant là, on est en permanence dans un espèce d'entre-deux. Et c'est avec cet entre-deux-là qu'il faut qu'on continue à travailler. Et vraiment, merci voilà, à votre structure de permettre ça et de vulgariser aussi ces éléments, parce que c'est aussi comme ça qu'on y retourne le lendemain. Tout à fait. Moi, j'ai 3 mains qui sont levées là. Est-ce que je peux accorder la possibilité de parler ou est-ce que vous Désolée, je suis obligée de vous quitter. Oui, ok. Merci beaucoup, Evelyne. Toutes mes excuses à l'ensemble des participants. Merci. Oui. Alors, il n'y a toujours pas de questions. Alors, j'ai plein de mains levées. Ah, ben alors, mais pourquoi ils n'écrivent pas? D'habitude, ils écrivent leurs questions. Alors, ouais. Mais les mains levées, on n'a pas... On ne peut pas répondre aux mains levées. On répond aux questions, mais aux questions écrites. Est-ce que vous pouvez au moins, pour ceux qui sont encore là, écrire au moins si ce webinaire vous a plu ou si on a... Écrivez-nous vos questions dans le chat. Alors, au moins pour voir si le chat marche bien, est-ce que vous pouvez nous dire si ce que vous avez entendu vous convient, si vous attendiez autre chose de notre part? Parce que là, on n'a rien du tout. J'ai plein de mains qui se lèvent. Mais... Hélène, y a-t-il un problème avec le chat ou Même Hélène ne nous répond plus. Là, on est seul au monde, Marie. Je crois qu'on n'est plus que toutes les deux, c'est pas possible. Si, je suis là. A priori, il y a un problème effectivement avec le chat, mais je ne vois pas ce qui... Vous voyez pas ce qu'il y a? Non, je vois pas pourquoi ça serait désactivé. Hop, parce que nous, on n'a rien, je suis un petit peu étonnée quand même. C'est un nouveau paramètre, oui. A priori, là, c'est bon. Ah, c'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche. Ah. Alors, on vous écoute. Le chat ne marchait pas, voilà. Quelle place de la détertion? Ben oui, bien sûr, la détertion, elle doit y être. Alors ça, la détertion, oui, tout simplement parce que tout ce qui est nécrosé fibrineux, si on le laisse, ça va être une infection, ça va être des douleurs, ça va être une septicémie, ça va être des odeurs, ça va être toutes les complications. Donc, s'il y a bien un geste qu'il faut conserver, c'est bien la détertion. Alors, on ne va pas s'acharner dessus, on ne va pas y aller, bon. Mais il faut, dans la mesure du possible, une plaie propre qui ne va pas s'infecter, où il n'y aura pas de complications. Voilà. Donc, oui, détertion. Toujours avec la prise en compte du rapport bénéfice-risque, il faut que le patient soit mobilisable et que la douleur à la mobilisation
soit supportable pour le patient et que ça puisse lui apporter, en plus de déterger la plaie, un certain confort. Tout à fait. Bonjour, qu'est-ce que vous appelez la position de 3/4? Eh ben, si vous voulez, c'est en fait une semi-latéralisation en fait où on soulève un petit peu un des côtés du patient pour, enfin, on ne le latéralise pas complètement sur. C'est pas à 90 degrés, à 45 Voilà, degrés, c'est suffisant. ça, Voilà. ouais. Ça Autrement, permet juste de soulager une partie des points d'appui et tout à puis fait. et de lui donner effectivement un autre horizon. Et souvent, ça améliore nettement la dyspnée. Pourra-t-on avoir communication des checklists présentées dans le PowerPoint? De toute façon, vous pouvez revisionner toute la présentation. Donc, vous aurez les checklists aussi. On est en train de refaire le site de la SFE, mais vous aurez très prochainement les checklists aussi à votre disposition sur le site. Alors, qu'est-ce que je vois? La place de la sonde urinaire, une grande partie des médecins avec lesquels je travaille est contre la sonde urinaire, trop de risques d'infection, vu le contexte général du patient déjà bien altéré. Alors ça, c'est pareil, ça se discute toujours en équipe, mais il arrive quand même assez fréquemment qu'un patient en soins palliatifs qui soit constamment humide passe des dermites de contact, du coup, ou ait des escarres. Ça permet aussi, par exemple, d'avoir à moins le mobiliser pour lui changer les protections, etc. Ça c'est pareil. Il faut toujours évaluer le bénéfice-risque pour le patient en sachant que, par exemple, en structure de soins palliatifs, il arrive assez fréquemment, si la pose de sonde urinaire est un trop grand inconfort pour le patient, de faire, enfin moi je sais que dans mon service, il arrivait assez fréquemment qu'on fasse des poses de sonde urinaire sous sédation. En fait, on faisait des sédations intermittentes de manière à pouvoir vraiment limiter la douleur associée au soin. Oui. Mais dans la mesure du possible, effectivement, pas de sonde urinaire, parce qu'il y a un risque infectieux, ça c'est évident. Je reviens rapidement sur la détertion, parce qu'il y a une question plus haut. Détertion, même si pas d'espoir de cicatrisation, oui, pour éviter absolument. les complications. Même si on n'est pas dans le curatif, on veut au moins éviter toutes les complications. Alors, détertion, ça veut pas forcément dire détertion mécanique ou jet de la goutte. Il faut simplement, c'est toujours, voilà, il faut essayer d'avoir à l'esprit à la fois le bénéfice pour la plaie, donc c'est ce qu'on vous expliquait en parlant de bénéfice intrinsèque, et le bénéfice pour le patient. Est-ce que ça va lui apporter du confort? Est-ce que ça va limiter les odeurs? Est-ce que voilà, ça va limiter l'extension de la plaie? Et du coup, c'est vrai que dans cette optique-là, la détertion est intéressante. À domicile, nous avons tendance à mettre très rapidement un matelas à air. Vaut-il mieux favoriser le positionnement? Le positionnement, si possible. Oui. S'il y a les aidants, s'il y a les auxiliaires de vie, s'il y a des infirmières, s'il y a des aides-soignantes, bref, s'il y a du monde. S'il n'y a personne, et si le patient supporte, s'il est confortable, oui, un matelas à air. Mais avec l'éducation de la famille aussi, parce que bien souvent, à domicile, il y a une mauvaise utilisation des matelas à air, parce que les gens persistent à les border, et tout à fait. Des béton armé, en fait. Tout à fait. C'est pour ça que je bémol pour le matelas à air. Oui, quand il n'y a pas de positionnement possible, quand le patient est confortable sur le matelas à air, surtout, oui. Quand il est bien utilisé, oui. Donc, il faut former le patient, si c'est possible, les aidants et tous les soignants avec. Et qu'il y ait un bon suivi. Parce que si le matelas à air tombe en panne en pleine nuit, il faut pouvoir que quelqu'un vienne en urgence. Parce qu'autrement, il va se retrouver, le pauvre malade, sur un plan dur. Donc, vous voyez que c'est compliqué quand même. Donc, oui, si toutes les conditions sont favorables, oui. Mais ce n'est pas une obligation. Non, je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit cette possibilité de latéralisation du patient et de recherche de cette position antalgique ou confortable et éduquer la famille, éduquer les aidants voilà, parce que bien évidemment, on ne peut pas multiplier les passages. Tout à fait. Pour latéraliser les patients à domicile, c'est très compliqué. Hein. Tout à fait. Il est vrai que la sonde devient un confort en fin de vie si bien supporté. Certes, mais encore une fois, ça se discute.
ça se négocie, ça se teste, oui, pour certains, pour d'autres, non. Alors, C'est pensez au Pénilex aussi, hein. Alors, bien vrai, sûr, c'est réservé aux hommes, mais c'est vrai. c'est vraiment quelque chose qu'on n'utilise pas souvent. Enfin, que moi, j'utilise beaucoup à domicile chez des Mm. patients qui sont gravataires, et ça permet quand même un confort, et ça permet aussi d'avoir des patients qui ne sont pas trempés en permanence, et ça C'est permet vrai. aussi de limiter les passages. C'est vrai aussi. Alors attention, quand c'est en phase vraiment terminale, je dirais oui plus facilement. Quand c'est un palliatif qui doit durer 1 an, 2 ans, euh, pas de sonde à demeure. C'est trop long. C'est trop long. Si on peut s'en passer, c'est mieux. Voilà. Tu es d'accord, Marie? Oui, oui. Voilà. Par exemple, alors aussi, comme on est dans les petits trucs et astuces, voilà, il arrive très fréquemment qu'on voit des patients donc avec des changes complets, hein, notamment en fin de vie. Si ce sont des patients qui ne bougent plus dans leur lit, faites-vous l'économie d'attacher les protections parce qu'en fait, ça provoque des frottements et bien souvent, on a l'apparition de plaies chez des patients qui ne bougent pas simplement parce que les protections ont été attachées. S'ils sont immobiles dans leur lit, l'essentiel, c'est qu'ils soient confortables et que ça puisse absorber. Mais du coup, il n'y a peut-être pas nécessité voilà, de fermer les protections parce que bien souvent, ça génère des plaies. Tout à fait. Les protections, pareil, peut-être utiliser des protections de nuit plutôt que des protections de jour. Elles absorbent un petit peu plus aussi, mais ça dépend aussi de l'hydratation du patient. Donc, tout ça, il faut analyser vraiment toute la situation. Alors moi, je vois encore, les patients à domicile ne s'abîment pas plus sur des matelas à mémoire de forme que des matelas à air. Le problème, c'est ça, c'est un matelas à mémoire de forme. À partir du moment où le patient est latéralisé régulièrement, c'est tout à Exactement. fait correct comme prévention. Le problème des matelas à air, c'est que bien souvent, on les met alors que les escarres sont déjà installés, alors qu'en théorie, ça devrait quand même être une possibilité de prévention. Mais voilà, un matelas à air, c'est si le patient est difficilement latéralisable. Maintenant, quand c'est mal utilisé, ça peut être délétère également. Un matelas à air avec un drap housse, c'est pire qu'un matelas à mémoire de forme. Exact. Après, c'est la bonne utilisation de tous les matériels, ou les matériaux, je ne sais pas comment on doit dire, non, les matériels que vous allez mettre en place. Que ce soit des cales, des coussins, des matelas, tout ce que vous voulez, si c'est bien utilisé, si c'est à bon escient, oui. Peut-on associer matelas à air et décharge talonnière? Bien sûr, Oui, mais ça bien n'empêche pas sûr, de mettre en décharge le matelas à air. surtout pas. Alors pour les talons, le matelas à air ne sert à rien. Il faut faire une décharge talonnière. Sauf s'il y a des boudins, les boudins au niveau Ça me positionne, ouais. des talons qui se dégonflent. Autrement, non, il faut surélever les talons même sur un matelas à air. Oui, ça n'empêche pas du tout les décharges. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Et pensez quand même peut-être au bien-être que peut avoir le patient en changeant de position une fois de temps en temps quand même. Et le positionnement, quand on est sur un matelas mémoire de forme, est peut-être plus facile que quand on est aussi sur un matelas à air. Alors, c'est peut-être une question idiote que je vais vous poser, mais est-ce que vous avez déjà essayé de vous coucher sur un matelas à air? C'est vraiment pas très agréable pour le patient en termes de confort, d'environnement auditif, enfin d'environnement sonore. Enfin, c'est pas vraiment très agréable. Alors, c'est bien pour limiter et pour soulager les points d'appui, mais le confort du malade sur un lit avec un matelas à air, c'est pas extraordinaire. Et la plupart du temps, ils sont quand même mieux sur un matelas à mémoire de forme. Oui, tout à fait. Il existe des matelas où les boudins se dégonflent. Oui, c'est ce que je disais pour les talons, oui. Ça existe, mais tous les matelas ne sont pas comme ça. Ça dépend, alors quand le patient est au domicile, ça dépend du prestataire. Faut peut-être changer de prestataire s'il n'a pas le matelas qui vous convient. C'est pour ça que dans les checklists, il y a le numéro du prestataire, numéro de téléphone du prestataire. C'est un problème aussi entre les prestataires et les pharmaciens qui peuvent délivrer des matelas. Eh ben, ils sont pas tous bons. Et alors, n'hésitez pas à changer. Vous n'êtes pas marié avec les prestataires.
Tout à fait. Souvent, on définit les prestataires à la sortie d'un service hospitalier, par exemple, si le matériel n'est pas adapté à... Alors moi, je parle du domicile parce que voilà, voilà, n'hésitez pas à changer en fait. Tout à fait. On n'a pas signé de contrat. Hein, si le patient n'est pas confortable, que ce soit dans un lit qui est trop petit ou qui se rallonge pas ou un matelas qui ne convient pas, il ne faut pas hésiter à changer de prestataire. Oui, oui. Il y a les moteurs aussi par moment qui font du bruit. Bon, en principe, là maintenant, ils ont quand même fait de gros progrès, mais certains modèles, le moteur, il fait du bruit. Ça peut être dérangeant. Et pensez à régler le poids. En plus. Ça tangue, ça donne parfois des nausées. Ben oui, alors c'est vrai que quand il y avait les matelas à eau, on disait on a le mal de mer. Et là, avec les matelas à air, eh ben, parfois, il y en a qui ont le mal de l'air. C'est vrai. Ça tangue. Voilà, plus d'autres questions, je pense. Oui, c'est vrai, c'est très inconfortable par moment. Moi, j'aime pas du tout. Un bon mémoire de forme, un viscoélastique bien confortable, je préfère. J'aime pas l'air. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, pas d'autres questions, je pense. Moi, je rajouterais les 3 mots de la fin. Soyez créatifs. Oui. Voilà, on peut imaginer plein de choses. On a un arsenal de matériel, de pansements, etc. Soyez créatifs. Laissez sa chance au produit. Et voilà, communiquer et puis surtout ne culpabilisez pas de la survenue de ces escarres. Elles sont bien souvent totalement inévitables. Tout à fait d'accord. Sur ces mots magnifiques. Je crois que c'est bon. Eh ben, écoutez, vous pourrez revoir ce webinaire si vous le voulez. Petit bonjour amical à Evelyne et merci pour les échanges. C'est Pascal qui dit ça. Ok, ben merci Pascal, on transmettra. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut se quitter maintenant s'il n'y a pas d'autres questions. Je crois qu'on a répondu à tout. Je revois tout, mais il me semble que c'est OK. C'est OK. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis à bientôt, peut-être au congrès, donc au mois d'octobre à Nantes. Et puis au prochain webinaire, pourquoi pas, les jeudis du webinaire de la SFE. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde.